Ouais. Attends. Je t'ai mis animateur, comme ça tu peux Ok, normalement ça enregistre là, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ça va, parfait. Juste essaye de partager juste ton document, s'il te plaît. Ouais. De partager le Alors PowerPoint. attends. Juste faut que je trouve où c'est. Ah oui, c'est bon. Hop. Voilà. Nickel, bon cours. Merci. Désolé, hein, je prends une petite pause. Ok, du coup, la E, la moelle spinale est aussi appelée moelle épinière. C'est vrai. Donc là, il n'y avait que la E de vrai. Donc voilà ce schéma un petit peu caca à connaître. Donc en gros, qu'est-ce que je vous dis sur les cordons, c'est ça. Cordon ventral, cordon dorsal ici, et là, cordon latéral. Ok, donc là, comment reconnaître qu'on est. Qu'est-ce qui est l'avant, qu'est-ce qui est l'arrière, à votre avis? Alors, premier repère, effectivement, la structure, c'est celle-ci. Elle est profonde, elle est ventrale. Ouais, surtout ça, ok. Donc là, en fait, pour repérer, donc du coup, les repères qui vous disent ça c'est antérieur, ça c'est postérieur, la fissure médiane ventrale. On sait que là, c'est le ventre. Deuxième repère, effectivement, tu l'as dit, les cornes ventrales sont plus épaisses. Voilà, ça à savoir, donc ça c'est en avant. Et surtout pour moi, le plus simple, c'est le ganglion sensitif. Qui dit sensitif dit dorsal. Donc là, on est sur une vue dorsale. Enfin là, pardon, c'est le dorsal. Ok, donc maintenant, on a coupé transversalement comme associé sur une personne, et on regarde sa moelle spinale. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut connaître là-dessus? Il y a quand même pas mal de chiffres, 23. C'est vraiment des choses qui sont, sur ce schéma-là, c'est plus du ventral, dorsal, moteur, sensitif, etc. Donc, il faut savoir que là, c'est ventral, que là, c'est ventral, que là, c'est dorsal, que là, c'est dorsal. Là, ce qui part ici, c'est quoi, à votre avis? Le nerf spinal. Le nerf rachidien, c'est pareil. Donc, en fait, c'est une corne ventrale et une corne dorsale qui vont se réunir pour donner le nerf spinal. Et donc, à chaque étage, on a une paire de nerfs spinal. Donc, ça, c'est plutôt sensitif. Ça, c'est plutôt moteur. Voilà, et là, après, bon, ça, c'est vraiment des trucs, le faisceau latéral, le faisceau machin, et tous ces petits trucs qu'on vous montre là. Bon, en fait, c'est la fissure latérale, ou alors c'est la fissure médiane. Bref, c'est vraiment pas intéressant, c'est l'anatomie, ça sera à apprendre. Mais là, ce que vous reteniez sur ça, c'est que ventral, dorsal, dorsal, ventral, et là, pourquoi c'est en assuré ici, là? Il y a des neurones. Ouais. C'est la substance grise. Voilà. La substance grise, en fait, est ventrale. On parle de substance en aile de papillon. Papillon. Et ça, du coup, c'est la substance blanche. OK? Voilà. Alors, l'encéphale comprend 2 points. Donc, il faut qu'il y ait tout. Le cerveau et le tronc cérébral. À votre avis, vrai ou faux? Restrictif, c'est faux. Il manquerait quoi? Ouais, très bien. Le cervelet. On va le voir après, mais du coup, effectivement, il passe un peu à la trappe souvent, lui. L'encéphale, c'est ce qu'il y a dans la boîte crânienne et juste en dessous. Ce qui est juste avant, du coup, votre moelle spinale. Okay, et c'est le cerveau que vous connaissez, tronc cérébral dont on a un peu parlé, et le cervelet qui est en arrière du tronc cérébral. Voilà, c'est un peu plus flou, souvent, le cervelet. Le tronc cérébral est formé de 3 étages. Quand vous avez des idées un peu longues, toujours essayer de découper. Le piège peut être au début, au milieu ou à la fin. Là, c'est le point méthode, je vous dis, hein, mais voilà, donc déjà, on s'arrête. Le tronc cérébral est formé de 3 étages. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ok, c'est mésencéphale, pont, moelle allongée. Ok, cette partie-là, vous pouvez l'accepter, on continue. Qui sont, ça tombe tout le temps en anatomie, donc faites super gaffe. De haut en bas, de droite à gauche, de latéral en dedans, il y a plein de formulations, ça tombe tout le temps. Donc de haut en bas. Donc vous visualisez votre tronc et vous dites qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas. Donc là, on part d'en haut. Qu'est-ce qu'on a en haut? La moelle allongée? Non. La moelle allongée est en bas. C'est le pont mésencéphale. Donc si j'avais inversé ici, j'avais mis mésencéphale, pont et moelle allongée, ça aurait été vrai. Attention à ces formulations, d'accord? De haut en bas et de bas en haut, ça tombe tout le temps.
Donc, mésencéphale, pont et moelle allongée. Le tronc cérébral est occupé sur toute sa hauteur par la formation réticulaire. Alors ça, c'est du par cœur. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment... c'est très, très abstrait. Et même moi, je ne pourrais pas vous dire spécifiquement comment ça marche, de quoi c'est composé. Mais en gros... De quoi? Ça marche avec le cerveau. Oui, c'est en rapport, tout par rapport au niveau du tronc cervelé et cerveau. Mais en gros, la principale utilité de cette formation réticulaire, qui est en fait un ensemble de nerfs spécifiques, de neurones spécifiques, de noyaux gris centraux spécifiques, c'est la formation de l'éveil. C'est ce qui permet cette formation réticulaire de rester éveillée. On appelle, il y a plusieurs termes anglais particuliers, mais en gros, si vous lésez cette formation réticulaire, vous tombez dans le coma, vous faites des comas profonds, etc. Voilà. Ça, c'est pas écrit dans le cours, mais c'est juste pour que vous sachiez un peu à quoi ça sert. Et effectivement, c'est présent sur tout le tronc. Tout le long du tronc, en fait, dès que votre... alors là, petit point hors programme, mais au niveau des pathologies cérébrales, quand vous avez beaucoup d'hypertension, des fois, on a ce qu'on appelle un engagement. Je sais pas ce que c'est. En gros, il y a trop de pression dans le cerveau, dans la boîte crânienne. La boîte crânienne, elle est inextensible. Par contre, le cerveau, il peut un peu bouger, ou il est mou, en fait. Donc, il peut un peu grossir ou rétrécir. Il y a aussi le liquide cérébrospinal. D'accord? Quand vous avez une augmentation du volume à l'intérieur de la boîte crânienne, c'est de l'os. Elle ne peut pas s'étendre. Donc, le cerveau, il va aller là où il peut aller. Et où est-ce qu'il va aller? Il va descendre par le foramen magnum. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du foramen magnum? Le tronc cérébral. Du coup, le cerveau, en fait, va appuyer sur le tronc cérébral, il va comprimer les noyaux, les nerfs, et en comprimant tout ça, il comprime la formation réticulaire, et ça peut vous faire tomber dans le coma. C'est extrêmement grave, l'engagement. Okay. Et d'ailleurs, un petit fun fact, qui n'est pas du tout fun en soi, mais quand vous faites une fonction lombaire, il faut toujours vérifier que votre patient n'a pas d'hypertension. Parce que s'il a de l'hypertension, du coup, il a trop de tension dans le cerveau. Si vous faites un trou, ça va faire un appel d'air. En fait, vous allez appeler le cerveau. Du coup, vous allez vous-même faire descendre le cerveau dans la... Alors, quand je vous dis faire descendre, c'est pas le cerveau, il globe comme ça. Hein. C'est vraiment une petite partie qui t'appuie un petit peu. Mais la fonction cérébrale, vous pouvez, voilà. En gros, la fonction lombaire, vous pouvez soit rendre votre patient paraplégique, soit littéralement le tuer. Voilà. Donc, faites gaffe. Alors, le cervelet est appendu à la face ventrale du tronc cérébral. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros avec vos mots à vous, ça? Le cervelet est appendu à la face ventrale. C'est faux. En gros, avec des mots un peu plus moins savants, ça veut dire qu'est-ce que le cervelet il est devant le tronc cérébral ou est-ce qu'il est derrière? Le cervelet est derrière le tronc cérébral. Donc, il est appendu à la face dorsale du tronc cérébral. Et là, une question un peu bateau, pareil. Le tronc cérébral se présente comme un cordon horizontal. Vous voyez, il faut connaître son vocabulaire. C'est vertical. Le tronc cérébral, c'est un tronc qui est de haut en bas. Donc, c'est vertical et pas horizontal. Donc là, vous voyez, si vous avez vu au moins une seule fois le tronc cérébral et que vous n'avez pas fait de cours d'anatomie, vous pouvez répondre à la question. Donc, il ne faut pas trop être déstabilisé pendant les QCM. Des fois, il y a des questions qui sont assez évidentes et accessibles un peu à tous, sous couvert d'avoir vu au moins une fois la tête du truc. Donc, hop, voilà le tronc cérébral. En bleu, c'est le mésencéphale. En rouge, c'est le pont qu'on appelle aussi la protubérance. Et en jaune, c'est la moelle allongée qu'on appelle aussi le bulbe rachidien. Attention, ces deux termes qui peuvent tomber en QCM. Et ça, c'est quoi? Le cervelet. Là, on est en arrière ou en avant? Alors, on est sur une vue. Comment tu dirais le vrai terme? Ouais, sagittal. Là, c'est une vue sagittale. OK, on a coupé comme ça. On regarde du côté. Donc ça, c'est bien l'arrière et ça, c'est bien l'avant. En haut et en dehors. Ouais. Hop, alors je vous montre vite fait ça. On part de ça et on part de la question après. Ça, c'est une vue de face, de postérieur, de sagittal, de profil, de quoi? C'est une vue de face. Donc, vue de face, on a ici en haut le... C'est écrit, ouais, mais il y en a peut-être souvent qui sont en mur comme moi. Mésencéphale, ici c'est le pont, ici c'est là, qu'on appelle aussi bulbe rachidien, ça on l'appelle aussi protubérance. Donc, le mésencéphale, en fait, ces deux machins là, ces deux bandelettes, c'est ce qu'on appelle des pédoncules. Et c'est des pédoncules, du coup,
cérébraux, parce qu'ils vont lier au cerveau. Le piège dans l'item, c'était cérébelleux, qui lierait plus au cervelet. Les pédoncules cérébelleux, ils sont en arrière, sur une vue postérieure, et ils relient en fait le tronc au cerveau. Donc, c'est les pédoncules cérébelleux. En fait, c'est les pédoncules cérébraux. Ça tombe pas mal, ce système. J'ai beaucoup de souvenirs dessus. Bon, on va faire les allers-retours tranquillou. Ah oui, la réponse. Le nerf trochléaire ou nerf pathétique ou nerf 4, ça c'est du par cœur, mais franchement, s'il y a un truc que vous devez retenir à la fin de ce truc de pré-rentrée, franchement, apprenez les nerfs crâniens. Comme vous voulez, avec les moyens techniques, il y en a plein sur Internet, qui sont tous dégueulasses, mais qui marchent. Vraiment, les nerfs, pour vous les connaissiez. À fond, et même pour la pratique plus tard. Le truc le plus chiant en médecine, je crois, comme pour moi, à l'examen clinique d'un patient, c'est de faire l'examen neurologique. C'est un enfer, ça prend 6 ans, et il faut connaître ses nerfs par cœur. Okay, donc, vraiment, les nerfs, on connaît à fond. Donc, c'est le nerf trochléaire, il a plusieurs noms. Nerf pathétique, c'est pareil, ou nerf 4, c'est pareil. Il devient antérieur en contournant les faces latérales du mésencéphale. Ça, c'est typiquement le genre d'item. Comme ça, en par cœur, c'est chiant. Si vous avez vu une fois le schéma, vous le savez. Sur le schéma, qu'est-ce qui est postérieur, qui contourne latéralement et qui devient antérieur? Tout ce qui est en couleur, là, c'est les nerfs. Bon, lui, on voit qu'il part sur le côté. Lui, il part direct de devant. Lui, il part direct vers le haut. Lui, il part direct comme ça, juste devant. Lui, il part direct de devant. Hop, lui, là. Vous voyez qu'il part de derrière, en fait. Et il contourne le mésencéphale. Et il devient, du coup, antérieur. Voilà. Vous photographiez ça et vous savez que le nerf, bon, ça, c'est le nerf 4. Le nerf 4, il naît au niveau postérieur et il contourne et il va vers l'avant. Contrairement à tous les nerfs qui, relativement, à part lui, peut-être les plus latérales, partent au niveau de la face antérieure. Okay. Hop, bon, vous avez les réponses, c'est pas grave. Le tractus optique, les corps mammillaires ou encore le nerf trijumeau se trouve au niveau du mésencéphale. La répétition est à la base de tout. Le mésencéphale, c'est quelle partie du tronc cérébral? La supérieure. Donc le tractus optique, corps mammillaire, nerf trijumeau. Allez, on regarde. C'est la forme du trijumeau. Ouais. Tractus optique, c'est ça. Vous le reverrez. Non, vous le reverrez pas trop, mais tractus optique, en fait, c'est quoi? C'est nerf optique, d'accord, qui permet la vision, qui va croiser après avec le chiasma, tout ça. Vous le reverrez en neutron en physique avec l'optique. En fait, c'est un nerf qui est vraiment purement cérébral. C'est pas vraiment un nerf qui s'individualise. C'est vraiment une continuité de l'encéphale. Ça, c'est très important. Mais c'est bien ça, il est bien en haut, il est au niveau du mésencéphale. Les corps mammillaires, c'est ça là. Je l'avais dit la dernière fois, qui ont un rôle dans le circuit de Papez, le circuit de la mémorisation. Donc c'est ces deux petites boules, effectivement, elles sont où? Au mésencéphale. Nerf trijumeau, s'il y en a un qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est le plus gros et c'est le bleu. Vous ne pouvez pas le rater, il est là. Est-ce qu'il part du mésencéphale? Non, il part d'où? Du pont. Item est donc faux. Le quatrième ventricule, non, pardon. Le pont est une éminence, bon, ce mot ne sert à rien, il faut l'apprendre. Transversale, allez, on y vient, à concavité dorsale reliée au cervelet. Bon, éminence transversale, why not? Concavité dorsale, qu'est-ce que ça veut dire? Concave en arrière. Donc, en gros, ça veut dire qu'il creuse en arrière. Donc, il est convexe en avant. Est-ce que ça vous semble vrai? Il y a quoi derrière le pont? Derrière le tronc cérébral? Le cervelet. Donc, il faut qu'il y ait de la place pour le cervelet. Si le tronc cérébral est bombé vers l'arrière, le cervelet, il n'aurait plus de place. D'accord? Donc, effectivement, j'ai pas mis de photo. Il y a sur un autre, bref. Effectivement, le cervelet, il est derrière. En gros, le tronc, il est comme ça. C'est un étage là. Et bien, au niveau du pont, il creuse vers l'arrière. Là, c'est l'avant, c'est l'arrière. Et le cervelet vient s'insérer là-dessus. Et comment il s'insère? Par les pédoncules cérébelleux. OK? Et donc, le quatrième ventricule, pardon, je ne l'ai pas dit, mais on va le voir après. Ah non, pardon, c'est après. Sur la face antérieure du pont, face antérieure, OK, se présente une gouttière verticale. Là, pareil, vous voyez, il y a plein de termes, donc on s'arrête. Sur la face antérieure du pont, OK, une gouttière, bon ça, why not, verticale, donc est-ce qu'elle est comme ça ou est-ce qu'elle est comme ça? Et qui est appelé le sillon basilaire. Ça, c'est l'anatomie qui est, enfin, on vous en parle, mais on ne vous détaille pas. C'est ce qui n'est pas trop montré sur l'image en couleur, mais ce qui est un peu plus montré sur votre schéma du produit. C'est un petit sillon comme ça. Les sillons, souvent, c'est des petites hachures, comme le sillon obturateur. On a vu au-dessus du foramen obturé, au niveau de l'os coxal.
Sillon basilaire, qu'est-ce qui passe là-dessus? En fait, c'est l'artère basilaire. C'est une artère super importante qui va donner toutes les artères qui va être en communication avec toutes les artères du cerveau. Donc, ce sillon, il est sur le pont. Il laisse en fait une trace. Voilà, l'artère laisse une trace en quelque sorte. Il est bien vertical. OK. Suivant. Alors, on retrouve la décussation des pyramides sur la face ventrale de la moelle allongée. Donc, ça, on le reverra à la fin. Face ventrale, OK, on est en vue antérieure. Moelle allongée, on est sur la partie basse du tronc. On regarde. Là, on a ce petit machin, on a des petites croix qu'on retrouve d'ailleurs ici. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette merde-là, c'est la décussation des pyramides. La décussation des pyramides, en gros, c'est synonyme de croisement des pyramides. Qu'est-ce que c'est les pyramides? C'est les voies, c'est un diminutif en gros, mais c'est les voies pyramidales. C'est les voies de conduction pyramidale. C'est les voies qui font la motricité du corps. On le verra à la fin. Mais en gros, à ce niveau-là, de la moelle allongée, les voies pyramidales, les voies qui constituent, qui vous permettent de bouger, elles vont croiser. Ce qui fait que les nerfs qui contrôlent la jambe droite, en fait, ils vont croiser et aller à gauche. Et c'est à ce niveau-là qu'ils croisent. Donc, décussation des pyramides, on le voit bien, c'est un relief qui est bien marqué sur votre schéma. C'est au niveau de la moelle allongée qu'on appelle aussi bulbe rachide. Le nerf hypoglosse, qui est le nerf 12, ça je vous le dis, c'est vrai, né au niveau du sillon préolivaire. Qu'est-ce que ça veut dire sillon préolivaire? C'est le sillon qui est avant l'olivaire. En fait, c'est l'olive, c'est un relief de la moelle, du tronc. Qu'est-ce que c'est l'olive? En gros, ça a pris son nom parce que ça ressemble à une olive, entre guillemets. On le voit un peu moins là-dessus, on le voit plus là-dessus. L'olive, c'est cette patate qui est un petit peu hachurée là. Okay. Et bien, ce nerf-là, qui a plein de ramifications, il est devant ou il est derrière l'olive? Il est devant l'olive. Donc, c'est le sillon ici, là. C'est le sillon qui est pré-olivaire. OK. C'est le nerf hypoglosse. Qui contrôle quoi, le nerf hypoglosse? Glosse, la langue. Le quatrième ventricule se situe entre le mésencéphale et le pont en avant et le cervelet en arrière. Alors ça, c'est un peu fin. Je l'ai mis, mais c'est un peu fin. C'est un petit piège. En gros, le quatrième ventricule, on va le voir juste après par des images un peu plus parlantes. En avant, il y a bien le tronc cérébral, mais il est plus derrière le pont et la moelle allongée, et après le cervelet derrière. Mais il n'est pas vraiment derrière le mésencéphale qui est un petit peu trop haut. Le mésencéphale, il est vraiment juste en dessous du troisième ventricule, du coup, donc du cerveau en gros. Il est un peu petit, et après il y a le gros pont qui est beaucoup plus massif, et la moelle allongée. Et bien le quatrième ventricule, il est derrière ces deux parties-là. Donc ce qui était faux, c'était mésencéphale. Il fallait mettre pont, moelle allongée en avant. Par contre, en arrière, bien cervelet, on voit juste après. Et le quatrième ventricule communique avec le troisième ventricule par l'aqueduc du mésencéphale. Ça, c'est vrai qu'on appelle aussi l'aqueduc de Sylvius. Je vous montre ça maintenant. Hop. Voilà, donc cette partie-là que je vous explique, sincèrement, même pour moi, c'est flou parce que je ne l'ai jamais vu, on ne peut pas le voir, sauf si vraiment on dissèque un cerveau. Et pour les TP d'anatomie, là, que je vous parle, vous avez des cerveaux coupés en lamelles, mais ce n'est pas très en 3D, c'est que du 2D, donc on ne voit pas très bien. Il faut vraiment voir, vous tapez cerveau 3D, ventricules latéraux et tout, vous tomberez sur ça un peu plus mieux imagé. En gros, dans le cerveau, vous avez plein de tissus, okay, donc tout est compact en soi, il y a des nerfs qui passent à l'intérieur et tout, et tout, et tout. Et vous avez des cavités où c'est creux dedans, où c'est vide. Il y a quelque chose qui est sécrété, qui est le LCR, en fait, qui remplit un petit peu, pas intégralement, mais qui remplit un peu. Mais vous avez ce qu'on appelle des cavités épendymères. Donc, c'est des dilatations. Et donc, ça, là, c'est des cavités. C'est vide ou alors il y a un peu de liquide. Et en fait, vous en avez des deux côtés. Dans le cerveau qui est séparé en deux, vous avez l'éncéphale avec les deux hémisphères, on le verra après. Vous avez un ventricule droit, un ventricule gauche, et qu'on prend un peu bizarre, suivre l'embryologie. Pardon? C'est ça, on les appelle les ventricules latéraux. On ne dit pas vraiment droit et gauche, on dit ventricules latéraux. Les ventricules latéraux, ils communiquent avec une troisième dilatation qui est au centre du cerveau. Hop, ici. Avec un petit trou qu'on appelle le trou de foramen de Monro, trou de Monro. Troisième ventricule. Là, il descend par un aqueduc, on appelle ça comme ça, l'aqueduc du mésencéphale ou l'aqueduc de Sylvius. Et là, on a encore une dilatation qui est le quatrième ventricule. D'accord? Toute cette partie-là, en fait, c'est une partie qui est vide. Donc, il peut y avoir de l'air, il peut y avoir du liquide ou quoi.
ou alors qui est comblé s'il y a une inflammation ou quelque chose de pathologique. Donc, quatrième ventricule qui est bien ici, il est au niveau du tronc, et il regarde bien le cervelet en arrière et le tronc en avant. On le voit sur cette coupe-là, en fait, on est sur une vue postérieure parce qu'on a récliné le cervelet. Et en fait, le tronc, vous voyez là, il y a les pédoncules cérébelleux qui lient au cervelet. Quand on décale ça, en fait, on a un endroit là où c'est un peu vide, c'est un peu plus dilaté, un remplement, si vous voulez. Et du coup, là, c'est le quatrième ventricule, dans lequel coule le liquide céphalorachidien. Ça, c'est une autre vue. Ventricule latéraux, troisième ventricule, aqueduc demi-encéphale, quatrième ventricule, et on continue ici avec le canal épendymère. Toute cette cavité-là, elle va suivre tout le long de la moelle spinale. Ça va être un petit conduit où le liquide descend tout en bas. Et quand il arrive tout en bas de la moelle, il diffuse au niveau du fourreau dural et du cône médulaire. Et ça, c'est votre schéma qui est dégueulasse. Voilà. Avec d'autres petits trucs à connaître, que franchement, même moi, je ne le connais pas là, comme ça tout de suite. Mais qui faut penser. Ça va sur les ventricules, c'est un peu chaud à visualiser, mais je vous invite vraiment à regarder sur YouTube. Il y a vraiment des vidéos qui seront un peu plus simples à appréhender. Alors, le cervelet maintenant. Le cervelet, c'est deux hémisphères et une partie médiane étroite qu'on appelle le vermis. Ça, c'est vrai. Le cervelet, c'est une... En gros, je vous fais vite fait à quoi il sert. Vous l'avez dit un petit peu. C'est surtout la coordination. Le cervelet, c'est un peu le modulateur de vos informations. Il va un peu contrôler la coordination. Pourquoi je mets ma main là et j'arrive à l'attraper avec celle-là? C'est parce que mon cervelet contrôle un peu. Ça fait la coordination, ça fait l'équilibre, ça fait des choses au niveau des yeux, le nystagmus, tout ça. Voilà, mais vous n'avez pas à connaître ça. Il a plein de fonctions et c'est une partie du système nerveux qui est un peu moins mieux étudiée que le reste. Ça reste encore assez flou sur certains points, le cervelet. Notamment au niveau embryologique. Comment il s'est formé et tout. Bref, tout ça pour dire qu'il y a deux hémisphères et une partie centrale qui est le vermis. Et pourquoi je vous ai mis cet item là? Parce que tout le temps, je vous l'ai dit la dernière fois, on vous piège en mettant le vernis. C'est nul à chier comme piège, mais ça tombe. Et ça, je vous assure que le jour du concours, c'est que vous sortez du concours et qu'on vous dit ah, trop drôle, il y a écrit vernis à la place de vernis, et que vous l'avez coché, vous faites un meurtre. Donc vraiment, on fait attention sur les termes qui se ressemblent. Un M et un N sous la pression quand vous lisez, vous dites ah, c'est bon, je connais par cœur, ça peut vite se faire. Okay. Attention, vermis et pas vernis. Le cervelet est relié à tous les étages du tronc par des paires de pédoncules supérieurs, moyens, inférieurs. Alors, c'est des pédoncules cérébelleux, mais l'item est bien vrai, parce qu'en fait, on parle de cérébelleux supérieur, moyen et inférieur. Ok, c'est écrit comme ça dans le cours. Il y en a trois, c'est des paires. Il n'est pas relié que d'un côté, il est relié des deux côtés. Donc, on a deux supérieurs, deux moyens et deux inférieurs. Le cortex périphérique, là, c'est un peu... je ne sais plus comment on dit quand on répète deux fois le même truc en français, là. Le cortex, en fait, c'est périphérique. D'accord, c'est tout pour vous dire. Cortex, peu importe dans l'organe quand on vous parle, surtout au niveau du rein et des surrénales, on a toujours un cortex qui est périphérique et une partie centrale, est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Ouais, alors du coup, médulaire. Mais sur la surrénale, on parle de médulo-surrénale ou cortico-surrénale. Mais du coup, quand dans un organe, pas tous les organes ont une partie, deux parties comme ça. Par exemple, le poumon, il n'y a pas ça. Mais certains organes, il y a une partie périphérique qu'on appelle cortex, une partie centrale qu'on appelle médulaire. Donc, sur le cervelet, le cortex périphérique et de la substance blanche. Est-ce que c'est vrai à votre avis? Non. C'est faux. C'est la substance grise. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est au-dessus de la moelle spinale, d'accord, donc moelle spinale, moelle épinière, tout ce qui est au-dessus de la moelle spinale, tout ce qui est périphérique, c'est de la substance grise, et tout ce qui est central, c'est de la substance blanche. Dès qu'on arrive au niveau de la moelle spinale, on a une inversion. C'était le papillon tout à l'heure qui était du coup gris. Et le périphérique était blanc. OK? Là, c'est du par cœur. Le cervelet contient le noyau codé, entre autres. Pas du tout. Pas du tout, si tu veux. Pas du tout. Il contient d'autres noyaux qui sont le emboliforme, le fastigial. Bref, ces noyaux, je ne sais même pas quoi ils servent. Je n'ai jamais regardé, j'avoue. Peut-être que vous savez mieux que moi. Mais le noyau codé, il est dans le cerveau. Et pas au niveau du cervelet. Et le cervelet est plus petit que le cerveau. C'est vrai. OK? Ça, c'est un item. Alors, petit point. Vous allez devenir un peu débile avec la première année. Vous allez devenir soit débile, soit chiant. Je ne sais pas, ça dépend, il y a deux profils. Du coup, ça fait que, en fait, on est matrixé par la première année. Du coup, on est en mode « Non, mais dans le livre, elle est écrit que c'est ça, ça, ça. » Du coup, cette phrase-là, elle est écrite nulle part dans le polycopier. Mais c'est vrai, parce que vous le voyez et que vous êtes un minimum intelligent.
Le cerveau, c'est grand, il fait 1300 grammes, donc 1,3 kg. Alors que le cervelet, c'est une petite partie qui est derrière le tronc, qui est en dessous du cerveau. Et quand vous voyez les images, vous le voyez très bien qu'il est beaucoup plus petit. Il est là, le cervelet. Et là, c'est le cerveau. Normalement, ça va. OK. Donc, pour vous dire que des fois, c'est assez rare. C'est plutôt même extrêmement rare. Surtout en UE5, je parle en anatomie. On vous fait des questions qui sont écrites vraiment, on dit texto dans le cours. C'est écrit mot pour mot. Mais des fois, il y a des petites questions qui sortent un peu de l'ordinaire et qui viennent un peu titiller votre esprit critique, quoi. Et ça, quand il y a ça, ben, à juste titre, ce qui est complètement normal, on est complètement déstabilisé parce qu'on apprend tellement comme des robots, ce qui est extrêmement con et dommage pour cette première année, que ben, on passe à côté. Et moi, pour vous dire, j'avais pas eu ça comme item. Moi, ce qui était tombé, vous avez halluciné. En gros, c'était si il y a une obstruction de l'aqueduc du mésencéphale, est-ce qu'on va avoir une accumulation de liquide chlorachidien dans les ventricules latéraux? Voilà, donc ça, c'est écrit nulle part en cours. En fait, il fallait réfléchir, et bien si on bouche l'aqueduc du mésencéphale, ici, on met un truc là, ben, le liquide qui coule, il ne va plus couler. Donc, il va s'accumuler, et là, on va avoir une augmentation du volume. Une augmentation du volume dans une boîte inextensible dit hypertension intracrânienne. Voilà. Ça, ben, je peux vous dire, quand je suis sorti du concours, on était en mode c'est un scandale, il faut critiquer la question, il faut l'annuler et tout. En soi, ben, oui, il faudrait l'annuler parce que ce n'est pas correct, mais c'est la logique. Et il faut un petit peu se démarquer comme ça. Voilà, c'était juste le petit point méthodo. Bon, celui-là était quand même plus simple hein, à piger. Voilà, le cervelet, donc c'est ça, cette petite patate ici. Et ça, c'est le schéma du cours. Le cortex qui est bien assuré, là, il est de substance gris. Et là, c'est blanc. OK. Et ça, c'est les noyaux emboliformes, vestigiales, etc., etc. On s'en fout un peu. C'est pas le schéma qui tombe le plus. Allez, le cerveau. Alors là, c'est un peu plus intéressant. On va dire que c'est la partie... Enfin, c'est tout intéressant, mais c'est la partie que peut-être vous avez plus de notions. Et en tout cas, qui est le plus à connaître, je pense. C'est ce qui tombe potentiellement le plus avec le tronc cérébral. Le cerveau est formé d'une partie supérieure de 2 hémisphères, entre parenthèses télencéphale, et d'une partie médiane impaire, entre parenthèses diencéphale. À votre avis? C'est vrai. Alors, là, je n'ai pas fait le piège, mais alerte, point méthodo, vous m'écoutez, cerveau en attention. Un piège qui tombe tout le temps et qui, vraiment, on tombe tout le temps dedans comme des idiots, c'est les parenthèses. Parce que notre cerveau, il est conditionné à se dire que ce qui est en parenthèse n'est pas important, et en fait, ça l'est. Très souvent, quand il y a un item avec 2 parenthèses, le connard de prof, le connard de tuteur comme Tristan va inverser les 2 parenthèses. Et en fait, on lit de façon... et voilà, on oublie. Donc faites attention à ça. Souvent, les 2 parenthèses, on les inverse. Là, c'est pas inversé. Donc le cerveau, une partie supérieure, en fait, qu'on connaît, nous, dans les films et tout, et qu'on voit, c'est les 2 hémisphères, qu'on appelle télencéphale, et la partie médiane centrale, qui n'est pas accessible comme ça quand on voit un cerveau de l'extérieur, qui est impaire, du coup, elle n'a pas 2 parties, elle est vraiment centrale, c'est le diencéphale. Ça, OK. Le corps calleux fait la séparation anatomique entre les 2 hémisphères cérébraux. Je vous le montre juste après. Le corps calleux... C'est une commission interhémisphérique. Du coup, ça fait la séparation. Non. Okay. C'est une commission, en fait, c'est une liaison. Le corps calleux, c'est une liaison anatomique entre les deux hémisphères. En fait, c'est lui qui fait littéralement la communication entre les fils. Donc, je ne peux pas dire que c'est une séparation. Ça, c'est vraiment du vocabulaire chiant, mais j'avais bien item en plus, je crois que c'était... Je sais pas si c'est en écurie ou en anal. Mais là, quand on parle de séparation anatomique, en fait, c'est un relief, un truc, une chose, peu importe, un trou, une fissure. C'est un relief anatomique qui vous dit, OK, entre ça et ça, ben, là, il y a à droite, là, il y a à gauche, en gros. Alors que le corps calleux, lui, c'est vraiment, comme il a dit, c'est une commissure interhémisphérique, c'est quelque chose qui relie. Donc, ce n'est pas une séparation anatomique. À la limite, ça pourrait être un continuum anatomique. OK. En gros, le corps calleux, il sert à quoi? Ben, il sert à, si votre cerveau droit il s'active, ben, il envoie quand même des informations à votre cerveau gauche pour que ça prenne le dessus et qu'il dise ben, attention, là, Tristan tombe à droite, ben, à gauche, tu vas reprendre le dessus. Ben, c'est le corps calleux qui fait ça. D'accord? Le sillon central du cerveau est le sillon de Sylvius. Alors, ça, c'est du par cœur. C'est chiant, mais c'est vraiment le par cœur à connaître plus. Je vous montre bien sûr après les images. Le sillon central du cerveau, c'est le sillon de Rolando. OK?
Le lobe pariétal est en avant du sillon de Rolando. Du coup, il est en arrière. Là, ça vous parle peut-être pas parce qu'on peut avoir vu le cours. On va voir les images, ça va être beaucoup plus parlant. Et ça, c'est de la sémiologie, de la sémantique pure. Les dépressions à la surface du cerveau, vous savez que le cerveau n'est pas plat. Quand vous voyez un cerveau, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, moi jamais, mais c'est pas plat. D'accord, il y a des petits creux de partout. Et ben, les dépressions qui forment des reliefs sur le cerveau, ça va former des circonvolutions. Donc ça, c'est un mot comme ça, qu'on appelle aussi des gyrus. Voilà. Ça, c'est vrai, c'est juste il faut savoir. Faites attention aux synonymes, des fois, on peut vous piéger sur ça. Donc, à eux, on y vient. Ça, c'est ce que vous devez vraiment savoir plus. Hein. Pour votre pratique future aussi, que vous allez tous réussir, c'est vraiment important. Donc ça, c'est un cerveau. Là, c'est l'avant. Là, c'est l'arrière. Toutes ces postures, là, c'est les circonvolutions qui forment des gyrus, en fait. Et donc là, en orange, on a le lobe frontal. En violet, le lobe pariétal. En vert, le lobe occipital. En cacadois, le vol temporal. Et c'est une chose que même moi, aujourd'hui, je ne comprends rien ce que c'est. Je ne le vois jamais sur les images. Je le vois, mais bref. C'est le lobe insulaire. C'est un peu un lobe qui est moins connu, mais en fait, il est vraiment interne et sous. Enfin bref, il est un peu chiant, lui. Mais les quatre, voilà, c'est eux, quoi. Ok, ça, là, alors, ça ne se voit pas. Il n'y a pas écrit « Salut, je suis le sillon de Rolando », d'accord, sur le cerveau. Mais c'est une fissure qui est un peu plus profonde, qui est un peu plus visible. Et qu'on voit en imagerie quand même, avec des petits signes particuliers qui ont des noms de noms propres. Donc ce sillon, on l'appelle le sillon de Rolando. C'est le sillon central, au centre du cerveau à peu près. Contrairement à l'autre sillon, du coup, qui n'est même pas représenté bien, mais... du coup le sillon de Sylvius latéral. Non, mais non, je crois pas. Non, enfin bref. Donc sillon central, c'est le sillon de Rolando, et sillon latéral, c'est le sillon de Sylvius. Du coup, frontal, pariétal, occipital, temporal, Rolando, Sylvius qui en fait est là. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Ouais, les gyrus. Il y a deux gyrus à connaître particuliers qui ont un rôle précis. C'est les deux gyrus qui sont de part et d'autre du sillon de Rolando. On a le gyrus du coup qui est avant le centre, qu'on appelle gyrus précentral, et le gyrus qui est après le centre, qu'on appelle gyrus post-central. Deux choses à savoir. Le gyrus précentral, du coup, il y a plein de fibres qui partent d'ici, qui sont les fibres motrices. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est plus ventral. Ce qui est ventral, c'est moteur. Alors que ce gyrus-là, qui est plus dorsal, c'est les fibres sensitives. Et il y a vraiment toutes les fibres qui passent là-dedans. Donc, si vous les avez là, vous les avez une partie entière de votre corps. En fait. Voilà. Pour les fonctions, on s'en fout des bonnes. Il y a le cortex moteur au niveau du gyrus. C'est ça s'appelle le cortex moteur. Enfin, le cortex. Donc, ça part du cortex moteur. Ça ne part pas de là, ça part de là. Voilà. Et ça, c'est une vue sagittale, frontale, transversale. Sagittale, on coupe sur le côté. Je vous ai remis un petit peu toutes les choses. Alors, une question pareille, pure de par cœur. La surface du cortex cérébral fait plus de 2 mètres carrés. C'est vrai. Ok, c'est à savoir. Le cerveau, il ne fait pas 2 mètres carrés qu'on le voit comme ça. Mais en fait, si on l'aplatit, ça fait 2 mètres carrés. Parce qu'il est tellement bosselé qu'en fait, il gagne du volume. C'est comme s'il y avait la surface qui était un peu cachée dans les bosselures. Si on aplatit tout, ça fait 2 mètres carrés. C'est énorme. Du par cœur, désolé. Le corps strié du cerveau est composé du noyau lenticulaire et du claustrum, comme vous voulez. Ça, en gros, c'est un ensemble fonctionnel qui a un rôle assez important dans la maladie de Parkinson notamment. Il faut savoir ce que c'est. En gros, c'est dans le cerveau, vous avez des noyaux. En fait, vous avez le cerveau. En périphérie, c'est la substance gris. En centre, c'est la substance blanche. Et au milieu de la substance blanche, vous avez des noyaux qui concentrent des nerfs particuliers, entre guillemets. Du coup, ces noyaux sont de substance grise, en revanche. D'accord? En fait, substance grise, c'est là où il y a les corps cellulaires des neurones. Alors que la substance blanche, c'est là où il y a les axones des neurones. Donc, vu qu'il y a beaucoup de corps cellulaires qui sont plus gros avec beaucoup de cytoplasme et de mitochondries, de peroxysomes, etc., ça prend de la place, il y a de la densité, du coup, c'est gris. Alors que les axones, c'est juste une gaine de myéline. Du coup, ça ne prend pas de place, c'est tout fin, c'est blanc, en gros. Et je reviens. Donc, le corps strié, en fait, c'est un ensemble fonctionnel qui a un rôle dans certaines maladies. Ce n'est pas détaillé dans le cours. Et en fait, c'est l'union du claustrum et du noyau codé. Non, noyau lenticulaire et noyau codé.
Je m'embrouille. Oui, c'est ça. Du coup, donc celle-là est fausse, mais c'est juste du par cœur. Ah oui, ce diapo-là, bien sûr, je vous le fais là comme ça, mais clairement, c'est un super bon entraînement de QCM. Donc, gardez-le dans un coin de votre dossier, juste sur votre ordinateur ou quoi. Vous pourrez vous rentraîner dessus, bien sûr, ultérieurement. Ne jetez pas la poubelle, quoi, c'est dommage. Plus on a d'entraînement et plus on s'entraîne en QCM, plus on réussit. Hein. Le noyau lenticulaire est composé d'une partie médiale, entre parenthèses putamen, et d'une partie latérale, entre parenthèses pallidum. Ça, c'est faux. Ouais, ou les parenthèses, du coup. Mais effectivement, c'est une inversion. Quand vous avez en opposition deux choses comme ça, pareil, vous vous posez, vous savez, vous dites qu'est-ce qui est vraiment là, qu'est-ce qui est vraiment là. Donc ça, pareil, c'est du par cœur hein, pour le coup. Mais faites attention, c'était un piège de parenthèse ou médial latéral. Alors, plus intéressant, la substance blanche qui passe entre le noyau lenticulaire et le thalamus forme la capsule interne. Alors, juste, on va... Ah merde, j'ai pas mis... Hop. Voilà, on voit bien là. Bon, on finit vite fait et après, je vous explique. Substance blanche qui passe entre le noyau lenticulaire et le thalamus forme la capsule interne. Effectivement, on a une capsule interne, externe et extrême. Je vous explique juste après. Notez et après, on fait ensemble tout ça. Les deux ventricules latéraux, ça on l'a déjà dit un peu. Les deux ventricules latéraux sont des dilatations de la cavité épandymère, ouais, qui communiquent avec le quatrième ventricule par le trou de Monro. Ouais, c'est troisième ventricule. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je passais un peu vite dessus. Ventricules latéraux, c'est là. Il y en a un derrière qui est caché. Après, le troisième ventricule est là. Et là, il y a un trou qu'on appelle le trou de Monro. Donc, les ventricules latéraux communiquent avec le troisième ventricule par le trou de Monro. OK. Hop, hop, trou de Monro qui est là. Hop. Le cortex du cerveau, à l'unisson, s'il vous plaît, est fait de substances blanches. Est-ce que c'est vrai? C'est un petit unisson, ça. Ouais, cortex du cerveau, c'est la substance grise. OK, c'est périphérique, c'est cortex. L'hypothalamus et le thalamus appartiennent au diencéphale. Est-ce que l'hypothalamus et le thalamus, en gros, ils sont centrales ou est-ce qu'ils sont au niveau du cortex? C'est vrai, ils sont centrales, ils sont au niveau du diencéphale. L'hypothalamus est un organe neuroglandulaire. Alors ça, c'est vrai. Juste pour vous expliquer ce que c'est neuroglandulaire, tout simplement. Neuro, il y a des neurones, ok, c'est dans le cerveau. Bon, jusque-là, ça va. Glandulaire, en gros, c'est quand ça sécrète quelque chose. Voilà, c'est une glande. En fait, c'est une glande, et tout ce qui est glande dans le corps humain sécrète des choses. L'hypothalamus, il sécrète beaucoup de choses, notamment un grand truc sécrété. Alors, il y a l'ocytocine pour l'accouchement, qui permet de faciliter l'accouchement. Cortisol? Ouais, ouais. Et surtout, c'est un... Oh merde, plus loin. La desmopressine, enfin bref, c'est un truc pour faire pisser. Il régule énormément la diurèse, enfin le fait d'uriner, quoi. Mais il y a plein de choses. Hein. Plein de choses. OK. Le corps pinéal est plutôt postérieur dans le cerveau. Donc ça, on le voit sur un schéma. Le corps pinéal, pareil, c'est une petite glande. D'accord? C'est la glande pinéale, c'est pareil. Juste pour vous dire à quoi elle sert. Elle est postérieure, effectivement. On le verra après sur une coupe sagittale. Le corps pinéal, ça sécrète de la mélatonine. Vous savez ce que c'est? Peut-être vous savez, peut-être qu'il y en a qui en prennent. J'ai entendu, je crois. Ouais, pour dormir, exactement. Le corps pinéal, il a un rôle important dans le rythme circadien. C'est ce qui fait que chaque humain est plus ou moins programmé pour se réveiller le matin, faire sa journée, se coucher, commencer à faire nuit, etc. Voilà, et ça se dérègle facilement d'ailleurs. Moi, j'ai un rythme éphéméral qui est complètement décalé. Je me couche à 3h, je me réveille, il est 11h. Mais c'est lié par rapport au corps pinéal. Et du coup, le fait de donner la mélatonine, ça vient à peu près compenser ça. Et le thalamus se situe au-dessus de l'hypothalamus. Ça, même si vous n'avez rien vu toute l'anatomie, vous pouvez le savoir. Voilà. Hypo, c'est en dessous. Donc le thalamus, il est bien au-dessus de l'hypothalamus. Donc, on y vient sur cette coupe comme ça, qui est une coupe sagittale, frontale, transversale, frontale, une coupe de face. Télencéphale, diencéphale, hémisphère, tronc cérébral. Là, vous voyez des trous, c'est les ventricules latéraux, troisième ventricule. On le voit sur ça, c'est un vrai cerveau. Hein. C'est comme ça que vous le verrez en deuxième année. C'est coupé comme ça, c'est cette couleur-là. Vous voyez qu'ici, là, c'est plus foncé. C'est de la substance.
Et là, c'est blanc. Voilà. Et au milieu, on ne le voit pas trop d'ailleurs sur la coupe anatomique, mais il y a des petits endroits où c'est plus gris, c'est les noyaux gris centraux. Ça, là, cette communication, c'est le corps calleux. OK ? Donc ça, c'est vraiment une communication où les axones passent. Alors que ce qui fait la séparation anatomique entre les deux hémisphères, c'est ici. C'est la fissure longitudinale médiane. D'accord ? C'est une grosse fente en fait sur le cerveau. Voilà, voilà, en gros ce qu'il faut retenir. Ça, c'est une coupe sagittale qui est extrêmement dure à appréhender, je trouve. Donc, pareil, mettez de la couleur, regardez des vidéos, quoi, ce sera plus parlant que là-dessus. C'est un petit peu chiant à voir. Là, c'est l'avant, là, c'est le derrière. Avec le corps pinal qui est là, si je ne me trompe pas. Bref, ça, c'est vraiment du schéma par cœur. Et l'équivalent de ça en schéma, il est là. À noter, donc, l'élencéphale, diencéphale, ventricule, là et là. Noyau codé. Pourquoi codé? Parce qu'en fait, il a une forme de coude. Il se coude parce que pendant l'embryogenèse, pendant la formation de l'embryon, le cerveau il a un enroulement télencéphalique, du coup il se forme en s'enroulant. Et le noyau il a suivi l'enroulement. Du coup, en fait, quand vous le coupez comme ça, vous voyez une partie là, une partie là. Mais quand vous le coupez de côté, en fait, si vous le coupez à au bon endroit, vous voyez que c'est un continuum. Voilà. La grosse patate au milieu, vous savez ce que c'est? Thalamus. C'est le carrefour de la sensibilité. Toute vos voies sensitives, elles passent là-dedans. En dessous du thalamus, du coup, l'hypothalamus, qui n'est pas vraiment délimité, en fait. Là, c'est le noyau lenticulaire. Okay. Et là, c'est le claustrum. Et du coup, ce que je disais avec les capsules, c'est juste les endroits de substance blanche qui passent entre ces reliefs. La capsule qui passe entre le thalamus et le noyau lenticulaire, c'est la capsule interne. C'est la plus importante des capsules. Parce que là-dedans, passent toutes les fibres qui venaient du gyrus précentral ou post-central. Si vous lésez à cet endroit-là, vous coupez là, vous détruisez tout ce qu'il y a, vu que ça décusse, ça croise. Si vous faites un truc ici, un AVC là, du sang ici, vous payez tout ce qui sera de l'autre côté. D'accord? Super important. Capsule externe qui passe ici, et capsule extrême qui passe ici. Okay. Interne, alors, en gros, interne, intermédiaire et extrême. Voilà. Ça, c'est l'insulaire, lobe insulaire. Voilà, voilà. Pareil sur ça, le schéma est énorme, ça peut tomber. Franchement, des couleurs, c'est pas de refus. Et vous verrez mieux les choses. En fait, l'insulaire est rubrique aussi. Elle est en bas et il y a une partie qui est, je ne veux pas dire de décision, mais il y a une partie qui est un peu plus haute et surtout une partie en bas avec l'hippocampe, qui est proche de l'hippocampe du moins. Allez, question 12. Les méninges sont des enveloppes protectrices du cerveau qui sont de l'extérieur vers l'intérieur, la dure mère, l'arachnoïde et l'apimère. C'est vrai. Donc ça, on l'a dit, enveloppe protectrice, c'est vrai. On part de l'extérieur, on a la dure mère, ensuite l'arachnoïde et ensuite l'apimère. Le cavum subarachnoïdien se situe entre l'arachnoïde et l'apimère et contient le LCR. Cavum égale cavité, en gros. Subarachnoïdien égale sous. C'est comme hypo. D'accord? Donc, sous l'arachnoïde, du coup, c'est entre l'arachnoïde et l'apimère. Et là-dedans, il y a le LCR qui circule un peu. Par cœur, la dure mère est richement innervée et vascularisée. C'est vrai. Pourquoi c'est chiant, du coup? C'est qu'en fait, dès que vous avez une inflammation du cerveau, une infection ou quoi, vu que ça vient toucher la dure mère, comme c'est vascularisé, ça saigne. Comme c'est innervé, ça fait mal. Ce qu'on appelle la méningite. Quand on a une inflammation des méninges. Le LCR est sécrété par les plexus choroïdes qui émanent de l'apimère. Émaner, c'est égal sort. Émaner égale sort. Donc, en gros, l'apimère qui est la plus interne, en gros, il y a 3 couches. La dure mère, l'arachnoïde, et l'apimère, celle qui est vraiment collée à votre cerveau. Elle est vraiment super adhérente. De cette pimère, est sécrété le plexus choroïde. Je vais arriver, le LCR. Par des endroits qu'on appelle les plexus choroïdes. Pareil, Internet, YouTube, vous le verrez mieux. Et en revanche, le LCR, effectivement, il circule de partout, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est une régulation des milieux liquidiens dans le corps. Il faut qu'il y en ait assez, mais pas trop. Il faut qu'il y en ait plus dans certaines circonstances et moins dans d'autres. Et comment on résorbe, on enlève le LCR? C'est par les granulations arachnoïdiennes. Tout était vrai là-dessus. Voilà. Donc, on a cerveau, hop, la peau du cuir chevelu, le périoste, la grosse tablette de l'os, la dure mère avec 2 feuillets, l'arachnoïde, en gros, c'est cette machin-là avec des petits filaments, ça fait araignée.
et l'apimère qui est vraiment adhérente et qui rentre, vous voyez, dans les fissures carrément, enfin dans les circonvolutions du cerveau. Donc l'apimère, elle est là, et les plexus à certains endroits qui sécrètent le LCR. Le LCR, il va dans le cavum subarachnoïdien. Vous voyez qu'il y a des vaisseaux, ici, là. Du coup, s'il y a un vaisseau qui pète là-dedans, on a du sang dans le LCR, et du coup, quand on fait la fonction lombaire, on a du sang dans le LCR. Donc bref, apimère sécrète le LCR, et le LCR, vous voyez, il suit là-dessus ce machin-là, là aussi. Et ça, c'est la granulation arachnoïdienne qui va dans les veines. Et c'est dans les veines qu'est résorbé le LCR. Okay. Les veines, entre guillemets, c'est un peu la poubelle du corps. Elle récupère tout ce qui est caca et elle le jette, et après elle fait le tour dans les artères, etc. On le verra demain avec l'appareil circulatoire. Voilà, ça on s'en fout, et ça on s'en fout, c'est tout ce qu'on vous montrait, les granulations ici, les petits choroïdes qui sont là-dedans, bref. D'autres images pour vous aider à visualiser les choses. Hop. Allez, les nerfs crâniens naissent de l'encéphale. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Ça vous semble logique? Les nerfs crâniens naissent de l'encéphale qui est dans le crâne, en gros. Bah ouais, tout simplement. Ok. Il y a les nerfs crâniens et les nerfs spinaux. Les nerfs spinaux naissent de la moelle spinale et les nerfs crâniens naissent de l'encéphale. Les nerfs spinaux sont formés de la réunion d'une racine ventrale et d'une racine dorsale qui se détachent de la moelle spinale. On l'a vu tout à l'heure, vous savez, il y avait la moelle spinale, il y avait deux branches, une dorsale, une ventrale, les deux se réunissaient et donnaient le nerf spinal. Les nerfs spinaux sortent de la colonne vertébrale par le foramen intervertébral, foramen égal trop, et se divisent en un rameau dorsal et un rameau ventral. Moins intuitif celui-là, mais en fait, les nerfs spinaux, quand ils sont sortis, on le voit après. Mais du coup, c'est vrai. J'y reviens. Allez, là, on a juste la racine ventrale de la moelle spinale est motrice et présente le ganglion spinal. C'est faux. C'est la racine dorsale où on a le ganglion spinal. Et le rameau dorsal du nerf spinal est plus épais. Ça, c'est du par cœur. C'est faux. Je vous explique pourquoi. Voilà. Donc, moelle spinale. Là, c'est en avant. Là, c'est en arrière. Comment on sait? Parce qu'on a les ganglions spinaux qui sont sur la racine dorsale et les cornes ventrales qui sont plus épaisses. En avant, en arrière. Une corne dorsale, une corne ventrale, nerf spinal. Et hop, on continue des deux côtés. Et à chaque étage. Par où sort ce nerf spinal? Parce qu'on est quand même dans la colonne vertébrale. Hein. La moelle spinale, elle est protégée par la colonne vertébrale. Là, on est sur une vue sagittale. Les corps vertébraux, les apophyses et tout, machin. Ben là, foramen entre les vertèbres. Là, c'est le nerf spinal qui sort. Une fois qu'il est sorti, ça se voit moins. Mais en gros, une fois qu'il sort, ici, là, en fait, ce nerf, il va donner une partie qui est ventrale. Et là, c'est là où il y a un peu la distinction, c'est que dans le nerf spinal, il y a à la fois des fibres qui sont sensitives et des fibres qui sont motrices, vu qu'il vient à la fois de la corne ventrale et de la corne dorsale. D'accord? Donc, dans tout le nerf spinal, il va y avoir des fibres sensitives et des fibres motrices. Et ce nerf, il faut qu'il aille partout dans le corps. Donc, en fait, il se divise un peu en deux. Il donne un rameau ventral et un rameau dorsal. Le rameau ventral est plus épais. Pourquoi? Parce qu'il va énerver tout ce qui est les viscères. Il va aller en avant du corps. Il a plein de choses à énerver. Alors que le rameau dorsal, en fait, il n'énerve que le dos. La colonne vertébrale, elle est tout là. Si vous sortez un nerf dans le dos, bah, la partie qui va énerver le dos, elle est moindre. Alors que devant, il y a tous mes organes, il y a tous les muscles et tout à vasculariser. Vous avez compris pourquoi il est plus épais, le rameau ventral? Voilà. Si la colonne vertébrale était ventrale, en fait, ça serait le rameau dorsal qui serait le plus épais. Vous regardez? Hop, hop, hop. Allez, bientôt fini. Il reste 4 questions. On se concentre jusqu'à la fin. Alors, je vous l'ai dit un peu, ça, du coup. Les nerfs spinaux contiennent des fibres motrices, des fibres sensitives, mais également des fibres végétatives, pardon. À votre avis? Ça, c'est vrai. En gros, les nerfs spinaux, c'est le SNP, c'est ce qui va innerver tout votre corps. Il faut que ça innerve les muscles, ça vous fasse bouger. Il faut que ça innerve, par exemple, la peau, pour que vous sentiez les choses. Mais il faut aussi que ça innerve les organes. Très bien. Donc, il faut qu'il y ait ces 3 composantes. Si tous les nerfs spinaux étaient que moteurs, bah, vous ne sentirez rien. Vous serez mort. À l'inverse, vous serez mort aussi d'ailleurs. Ok. Les fibres somatiques. Somatique, c'est un mot comme ça, c'est pas important. En gros, les fibres motrices sont centripètes et cheminent dans la racine dorsale. Ils cheminent où? Dans la racine ventrale. Les fibres motrices, en plus, elles sont centrifuges.
Vous savez ce que c'est la différence? Centrifuge, en gros, je pars d'un endroit et je diverge, ouais, je ne sais pas comment dire, c'est un mot, mais je vais de partout, en gros. D'accord, je m'évase, je n'ai pas le mot, là, je suis en manque de mots. Alors que centripète, ça part d'un endroit et ça converge vers un endroit. D'accord, donc en fait, quand je suis là, mon cerveau, il dit Tristan, bouge la main, je vais avoir plein de nerfs qui vont aller au niveau de ma main, qui vont se centrifuger, qui vont faire bouger toute ma main. Alors que si j'ai mal au bout de mon doigt avec une écharde, je vais avoir plein d'infos d'ici qui vont arriver en haut, qui vont me dire hop, t'as mal. D'accord, mais centripète à un seul endroit. Voilà. Les fibres sensitives sont afférentes. Ça, c'est vrai. Pareil. Ça, c'est du vocabulaire, c'est chiant, mais il faut le connaître au moins une fois. Afférent, c'est ce qui arrive. Efférent, c'est ce qui part. Donc, quand j'ai mal là, effectivement, l'information est afférente. Elle arrive à mon cerveau. Quand je dis Tristan bouge, l'information part d'ici, elle est efférente. J'envoie l'information à mon doigt pour qu'il bouge. Ça va? Les propriorécepteurs sont des récepteurs de la sensibilité profonde. Ça, c'est vrai. Vous en avez un peu parlé aussi. On a plusieurs récepteurs. Il y en a vraiment plein. Les plus à connaître, c'est les nocicepteurs. Noci pour douleur. C'est la nociception. On a les extérorécepteurs, les récepteurs les plus externes. Donc là, si vous faites ça sur votre peau, extérorécepteurs. Et quand vous avez mal au ventre, par exemple, c'est des propriocepteurs. D'accord? Ou alors, il y a aussi cette partie de la proprioception qui est un peu plus fine. La proprioception, ça permet de savoir où est-ce qu'on est dans l'espace. Je vous l'avais montré avec un exemple. Ce qu'on fait aux patients, c'est on met le pouce ici, on ferme les yeux et on dit attrapez votre pouce avec l'autre main. S'ils n'ont pas de propriorécepteurs ou ils sont lésés sur ça, ils vont faire comme ça. Donc, ils ne vont pas y arriver. Voilà. Et on retrouve 8 paires de nerfs spino-cervicaux. Ça, c'est juste une petite subtilité. En gros, il faut que vous sachiez, quand vous aurez fait tous les cours et compagnie, qu'on a plusieurs vertèbres. Donc, on a 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, etc. Il y a 7 vertèbres cervicales, mais attention, il y a 8 nerfs cervicaux. Okay, c'est juste une petite chose à savoir, parce qu'en fait, le premier nerf cervical part au-dessus de C1, et du coup, quand vous décalez, ça fait que vous en avez un 8e. Pas important, juste 7 vertèbres cervicales, 8 nerfs cervicaux. Paires, ouais, effectivement. Ah oui, j'ai écrit 8 paires, en plus, ça va. Je n'ai pas fait l'erreur. Ça, c'est un schéma, bref, pour qu'on comprenne mieux, c'est pas très grave. Là, je passe vite, parce que c'est du par cœur, mais ça, c'est le genre d'item qui est destructeur si vous ne connaissez pas par cœur vos nerfs, quoi. Vous arrivez le jour du concours, vous ne connaissez pas vos nerfs, vous avez ça, vous êtes baisé, vous avez 0. Voilà. Et là, pour le coup, c'est un peu dommage parce qu'il y en a plein qui auront les points. Donc vraiment, les nerfs crâniens, il faut les connaître par cœur. Nerfs 1 et 2, c'est des nerfs un peu particuliers. Alors, c'est pas vraiment des nerfs où d'un coup, on est il est là, il s'en va, il sort ici. Non, en fait, c'est l'encéphale qui se prolonge un peu. Et en se prolongeant, il va donner effectivement un semblant de nerf. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas des vrais nerfs. C'est des prolongements de l'encéphale. Ça, c'est vraiment un détail, mais bon, ça à connaître. C'est des nerfs, hein, mais sur le plan vraiment anatomique, ce n'est pas vraiment individualisé. Le nerf 4, désolé, c'est le nerf trijumeau. On en a parlé dans un QM avant. C'est le nerf trochléaire, très bien. Nerf 4, trochléaire. Le nerf, je ne sais pas ce que j'ai mis 11. Et le nerf glossopharyngien, non, c'est le nerf. Très bien, c'est le nerf accessoire. Le 9, c'est le glossopharyngien. Le nerf 8 est uniquement moteur. Alors, c'est le nerf 8. C'est vestibulo-cochléaire. Vestibulo-cochléaire, en gros, ça sert à entendre et être équilibré. D'accord? En fait, il ne sert pas du tout à bouger. C'est juste de la sensibilité. Donc, il est uniquement sensitif ou sensoriel. Et le nerf 9, du coup, est mixte. Ça veut dire qu'il est à la fois moteur et sensitif. Ouais, les nerfs 9, 10, 11, 12 sont mixtes. C'est des nerfs mixtes. D'ailleurs, il y a un sillon des nerfs mixtes au niveau du tronc cérébral, au niveau de la moelle allongée. Donc, si on se les refait là, comme ça, nerf 1, tu sais ce que c'est? Olfactif. Attention à la pièce qui tombe souvent. Souvent, on confond le nerf 1 et 2. Et c'est 1 olfactif, 2, du coup, 2 optique, 3. Désolé que ça n'a pas fait le cours, mais c'est qu'on en fait, au moins on rebrasse un peu ensemble. Donc 3 oculomoteurs, 4 trochléaires, 5 trijumeaux, 6 abducens, 7 sûrement l'un des plus importants, 8 9 10 super important le 10, il s'appelle vague ou pneumogastrique. Super important, on le note, hop, en rouge quelque part. 11 et 12 hypoglosse. Vous les avez là.
OK? Et on a 12 paires, effectivement. Alors, le système nerveux végétatif, donc autonome, il règle les sécrétions glandulaires, à votre avis. Donc là, quand vous ne savez pas, vous vous dites, est-ce que c'est moi qui fais sécréter ma salive ou est-ce que c'est mon corps qui le fait tout seul? Donc c'est vrai. OK? Le système nerveux orthosympathique. Alors, système nerveux orthosympathique ou système nerveux sympathique, c'est la même chose. D'accord? Et cardio-accélérateur, iridodilatateur et vasoconstricteur. Donc ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est en fait. Ouais, c'est vrai, exactement. Exactement. Le système orthosympathique, c'est le système du stress. Donc il y a plein de situations de stress, mais de manière générale, quand on est stressé, donc on va dire un grand stress, qu'est-ce qui se passe? On accélère le corps, on est en tachycardie, d'accord? On a besoin de beaucoup de lumière dans les yeux pour voir ce qui se passe, pour fuir le danger ou affronter le danger. Du coup, on a les pupilles qui s'ouvrent. On a une mydriase, donc c'est iridodilatateur, irido pour iris. Et c'est vasoconstricteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin que le sang aille vite, d'accord, et qu'il perfuse vite nos organes, qu'il amène vite l'oxygène. Donc ça se vasoconstricte. Ça, c'est de la physique pure, de la mécanique des fluides. Quand vous dilatez un vaisseau, en fait, ça va plus vite à l'intérieur. C'est le flux laminaire qui est plus rapide. Voilà. Ok, donc il faut savoir qu'est-ce qui est stress, qu'est-ce qui n'est pas stress, et au moins vous retenez un peu les choses. Les centres nerveux végétatifs sont sous la dépendance du thalamus. Ça, c'est du par cœur. Thalamus, en fait, je vous ai dit, c'est le centre de la sensibilité. D'accord? Par contre, ce qui est en dessous, qu'on appelle l'hypothalamus, ça, c'est vraiment le centre. C'est un peu votre... c'est vraiment celui qui contrôle le corps en entier, quoi. Enfin, j'abuse, mais un peu comme le cerveau, il est vraiment super utile et il envoie plein d'informations de partout et il régule vraiment plein de choses, notamment tout ce qui est sécrétion. Ensuite, ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, il faudra l'apprendre, mais c'est du par cœur, juste. Il y a des endroits dans le corps, au niveau de la moelle spinale, où c'est un peu plus individualisé, ces centres nerveux, mais c'est même pas super précis. Donc, c'est à apprendre par cœur. Donc, la D et la E sont vraies, mais ça sera avec votre cours et l'expérience. Ouais. Ils n'ont pas le même rôle. Tu n'as pas besoin de l'apprendre. Ce n'est pas au programme de la première année. Ouais, en gros, le nerf facial permet il est moteur. Il est pas mal moteur. Le nerf jumeau est un peu plus sensitif. Okay, ils se complètent vachement les deux. Et d'ailleurs, il y a plein de pièges à mon année pour le coup pour les différencier. Mais ils n'ont pas exactement les mêmes fonctions. Si jamais ça t'intéresse, tu regardes les nerfs sur YouTube. Il y a plein de descriptions anatomiques. Désolé, je dépasse un tout petit peu parce qu'on va commencer plus tard. Hein, mais à 10, vous êtes rentrés, ne vous inquiétez pas. Donc ça, je vous ai remis, c'est à gauche sympathique, à droite parasympathique. L'arc réflexe élémentaire dans le corps, il met en jeu 3 neurones. Donc ça, à partir de là, c'est le moment où le cours est beaucoup plus dur. Et c'est ce que vous n'avez pas dans le polycopier. Donc, je passe entre guillemets vite, mais quand même, écoutez-moi. C'est très très dur cette partie-là, surtout quand vous êtes en situation réelle. Mais en gros, l'arc réflexe élémentaire, c'est le réflexe myotatique. En gros, c'est 3 neurones, avec un neurone d'association en fait. La voie pyramidale, la voie motrice pyramidale, transporte les ordres moteurs volontaires et est une voie monosynaptique. Donc, ouais, les voies pyramidales, c'est le mouvement qu'on initie nous. Je veux bouger, c'est cette voie qui s'active. D'accord? Et c'est une voie monosynaptique parce qu'elle a une seule synapse, donc elle a 2 neurones, en gros. Le neurone central de la voie pyramidale prend son origine dans le gyrus précentral. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai. Il y avait le gyrus précentral avant Rolando et le gyrus postcentral après Rolando. Et bien, cette voie motrice, elle démarre du cortex précentral dans ce gyrus-là. Ouais. Tu peux foncer, bien sûr. Et tu peux me tutoyer, surtout. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas à dire que vous avez tous rendez-vous, par contre. Ok, et du coup, ciao, ciao. Le tractus cortico-spinal, ça, c'est une partie de la voie pyramidale. Ça, c'est vraiment fin, c'est vraiment dur. Mais, donc là, tout était juste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est ça. La voie pyramidale, elle part de là, dans le gyrus précentral, au niveau du cortex avec la substance grise. Elle descend, elle passe dans la voie, dans la capsule interne. Elle descend. Là, on est à droite. D'accord? Et là, c'est la gauche. On regarde de face le patient. Là, c'est bon. On est sur cette partie. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Donc là, je vais bouger ma jambe. Et bien, en fait, il y a une partie qui est le tractus cortico. J'ai oublié le nom. Spinal.
Du coup, il y a une partie qui est latérale, une partie qui est médiale, mais on s'en fout. En fait, il y en a une qui va descendre et qui va croiser au niveau de la moelle. D'accord? Qui va du coup, elle était droite et devient gauche. Elle va décusser au niveau de la moelle. Et on a une partie qui va décusser au niveau du bulbe rachidien. Là, c'est le tronc cérébral coupé en 3 parties. Mésencéphale, pont, bulbe rachidien. Donc, cette voie pyramidale, elle décusse au niveau du bulbe, au niveau de la décussation des pyramides, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure, qui était tout en bas de la moelle spinale avec les petites croix. Là. Et il y a une autre partie qui va décusser au niveau de la moelle spinale. Décussation égale, on croise. C'est la latérale qui décusse au niveau spinal. Si je dis pas de bêtises. Mais moi, je... Ouais, voilà, c'est ça. Non, pardon, ouais, je me suis trompé, tu vois. C'est la latérale qui décusse au niveau du bulbe rachidien. Et c'est la classique, en fait, qui décusse au niveau de la moelle spinale. Mais ça, c'est vraiment du par cœur. Mais s'il y a un truc à retenir, vraiment, je ne pense pas qu'il va nous piéger sur les deux. Parce qu'en fait, dans la voie pyramidale, il y en a une qui est prédominante et une qui est un peu moins importante. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que la voie pyramidale, dans tous les cas, elle décusse. D'accord? Elle contrôle la partie opposée, en fait. Allez, la dernière. Les voies motrices, du coup, extra-pyramidales. Ça, pareil, c'est un exemple qui n'est pas dans le poly, mais je vous le dis parce qu'il dit à l'oral, le prof. Et ça peut tomber, on ne sait jamais. C'est la motricité involontaire. D'accord? Et quand ça s'est cassé, on a le Parkinson, on a un tremblement. Les voies de la sensibilité sont dites descendantes. Ça, c'est faux, il faut réfléchir. Quand on sent quelque chose, c'est en extrémité. Et du coup, l'information, elle monte pour nous dire Tristan, t'as mal. Donc, c'est ascendant. Les voies de sensibilité sont faites de 3 neurones et pas 2 neurones. Ça, c'est du par cœur, avec des noms particuliers de neurones. Proto, d'autoneurones, tout ça. Et, j'ai mis un truc après. Ouais. La voie thermoalgique décusse, donc elle croise à chaque étage médulaire, alors que la voie lemniscale décusse au niveau de la moelle allongée. Ça, c'est chiant, je vous assure, c'est vraiment chiant, mais il faut vraiment essayer de le comprendre une fois, parce que ça sert de ouf pour la suite. En gros, dans la voie de sa sensibilité, on a 2 choses. On a, un peu comme tout à l'heure, on avait cortico-spinal latéral ou pas, là. C'est la même voie, sensibilité, mais on a 2 voies. Une lemniscale qui sert à sentir les vibrations ou la proprioception. D'accord, je peux savoir où je suis dans l'espace. Donc cette voie-là, en fait, elle part d'ici. Hop, donc là, on est à droite. Elle monte. Hop, elle monte. Et elle décusse au niveau du tronc cérébral, au niveau du bulbe rachidien. C'est à ce niveau-là que ça croise. D'accord? Alors que la voie thermoalgique, qu'on appelle aussi la voie spinothalamique, donc thermoalgique, thermo pour la température, chaud-froid, algique pour la douleur, est-ce que tu as mal, est-ce que tu n'as pas mal. Cette voie-là, pareil, elle part en périphérie, elle monte, sauf qu'elle, elle croise directement au niveau de la moelle spinale. C'est à ce niveau-là qu'elle devient gauche ou droite, selon on part. D'accord? Donc, lemniscale, ça croise au bulbe rachidien, spinothalamique, ça croise à la moelle spinale. Et tout à l'heure, c'était pareil. Il y avait une partie qui croisait au bulbe rachidien, une partie qui croise au niveau de la moelle spinale. Donc ça, vous n'avez pas ça ne vous sert à rien, c'est juste par cœur pour avoir les points au jour du concours. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en pratique clinique, quand on a un patient, selon si on a une coupure ici ou une coupure ici, vu que ça décusse, ça ne va pas être différent. Chez Madame U, là, si elle a un problème là, sur la voie spinothalamique, en fait, elle a une lésion du coup à gauche, mais elle va avoir un problème à droite. D'accord? Là, c'est pareil. Si elle a une lésion là, en fait, ça va avoir une lésion à droite, mais ça va être traité par la partie gauche. OK? Bref, ça, c'est compliqué, on s'en fout, mais juste, il faut bien comprendre. Il y a beaucoup de textes pour pas grand-chose. Vous savez vraiment où est-ce que ça décusse. De l'apex. Pour la voie sensitive? Ouais, c'est ça. Dans la corne d'or. Ouais. En deux, ouais, après, je crois que c'est la voie spinothalamique, mais c'est pas ciao, à demain.